Face à la contre-attaque ukrainienne, Moscou veut fortifier le sud du pays et surtout la Crimée, notre destination. Ces mesures viennent d'être annoncées aux habitants. Nous sommes dans une ville très protégée par l'armée. Alors, je n'ai pas du tout peur. Il y a toujours un danger. Je me dis qu'un missile pourrait tomber ici. Dans les rues de Sébastopol, les affiches patriotiques sont omniprésentes. Elles promettent la victoire face à l'armée ukrainienne qui avance. Cette ville voit aussi arriver des habitants venus d'Ukraine, évacués par l'armée russe. C'est l'une des autres conséquences visibles de la guerre, l'afflux de milliers de déplacés venus de Kherson. Tous remplissent un formulaire pour trouver un travail et toucher une première aide. 10 000 roubles, soit 160 €. À Sébastopol, 16 000 personnes sont déjà enregistrées. On est parti en catastrophe. Il y avait une quinzaine de bus pour nous emmener. Je ne sais pas quand je reviendrai chez moi. Vous espérez y retourner ? Dans ce même centre, des volontaires de la ville sont rassemblés pour une instruction militaire accélérée. Face à la guerre qui se rapproche, la directrice veut nous montrer comment certains habitants se mobilisent. C'est ici qu'on stocke les colis prêts à être envoyés aux réfugiés ou aux soldats sur le front. Ce sont des dons qu'on reçoit. Quelques vêtements chauds pour l'hiver, de la nourriture, et voici le don le plus surprenant. On envoie ces drones à nos soldats pour surveiller les alentours. La Crimée se prépare, et déjà une autre menace plane. Dans cette péninsule sèche, l'approvisionnement en eau dépend en grande partie de ce canal. L'armée ukrainienne pourrait bientôt capturer le barrage qui l'alimente près de Kherson et couper le robinet. Tout est prêt pour tenir, nous dit-on, grâce à ces bassins. Ce réservoir est rempli à 84%, ce qui est assez pour avoir de l'eau jusqu'à l'été prochain. On sait qu'il y a ce danger. Le canal pourrait être coupé par des fous. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Enfin, toute la péninsule est soumise à une surveillance renforcée par peur des sabotages. Le pont de Crimée, par exemple, attaqué début octobre, est désormais surveillé par les services secrets. Comme les Grammys, tu leur fous au complet. Quel reportage, il faut le dire, le répéter, nous sommes très fiers à LCI d'avoir des équipes sur le terrain. Vous imaginez, ça c'était nos équipes qui sont en ce moment même en Crimée. La Crimée occupée, vous le savez, par les Russes depuis 2014 et qui s'interroge, la Crimée, sur son avenir. Est-ce que les Ukrainiens vont l'attaquer ? Certains disent qu'elle devrait tomber face aux assauts des Ukrainiens dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Les Russes disent c'est totalement fantasmatique, c'est impossible. Bref, alors certains Américains, paraît-il, espèrent une solution diplomatique pour que la Crimée tombe comme un fruit mort aux mains des Ukrainiens. Bref, il y a des gros enjeux. Et nous avons en ce moment même des équipes sur place et on est très heureux. Voilà, et ça fait la différence. Qui nous rejoint ? Yves Tréhard, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, Yves ? Écoutez, moi j'attends que la Crimée tombe comme un fruit mûr. Oui, très bien, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Vous y croyez ? Vous pensez quoi ? Absolument, non, mais moi je crois, même pour la fin d'année. Vous croyez la Crimée pour la fin de l'année ? J'aimerais bien, oui. Bon. Renaud Pila est avec nous, bonsoir. Vous ne croyez pas que la Crimée tombera avant la fin de l'année ? Ah non, pas avant la fin de l'année. Non. Yegor Gran, écrivain d'origine russe, qui a publié Z comme zombie. Bonsoir Yegor. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bon, on va parler du volet... du volet Crimée. Criméen. Criméen, on dit exactement. Les Criméens et les Criméennes. Une réaction déjà à ce qu'on a vu sur ce reportage, notamment ce témoignage d'ailleurs poignant de cet habitant qui a fui Kherson et qui est en larmes parce qu'il dit je ne sais pas quand je rentrerai chez moi. En gros, c'est l'une des preuves qu'il y a encore beaucoup d'Ukrainiens en Crimée. Est-ce que la Crimée est plus pro-ukrainienne ou pro-russe. On imagine qu'après l'annexion par les Russes en 2014, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont fui, beaucoup de Russes qui sont venus. Comment les Ukrainiens, s'ils arrivaient en Crimée, seraient accueillis là, selon vous ? C'est une question qui n'est pas simple parce que déjà en 2014, quand les Russes sont arrivés, ils sont pas arrivés en combattant. Ils sont arrivés d'une manière comme ça. Il y avait les petits hommes verts qui étaient dans les uniformes, on ne savait pas quoi. Et finalement, l'armée ukrainienne n'a pas tiré, n'a pas pu faire la résistance parce qu'il y avait les pourparlers. Il ne faut pas oublier cette histoire. Il y avait les pourparlers entre les Américains, aussi les Européens et bien sûr les Russes.
Russes. Et on a dit aux Ukrainiens, mais attendez, les Russes vont pas prendre la Crimée, ne croyez pas, on va tout régler diplomatiquement. Donc, il faut pas faire la guerre parce qu'il y avait toujours cette peur de nucléaire, de la menace nucléaire des Russes. Donc, ça, c'est en 2014. C'était en 2014. Les Ukrainiens, finalement, l'armée était prête. L'armée pouvait intervenir. Et aujourd'hui, nos spécialistes disent que si notre armée a fait quelque chose, a commencé à combattre, les Russes n'étaient pas prêts parce que Vladimir Poutine, le spécialiste des opérations spéciales et pas du tout de la guerre, il espérait, il tâtait le terrain. Il n'était même pas sûr, il n'y avait même pas objectif militaire de récupérer la Crimée. Il allait voir ce qui allait se passer. Il se passait que finalement, c'était le tapis rouge. On a accueilli les Russes sans problème. Après, bien sûr, ils ont truqué le référendum. Et en ce moment-là, il y avait beaucoup d'Ukrainiens qui habitaient en Crimée et les Tatars, qui étaient vraiment le peuple d'origine de Crimée, qui sont partis, qui ont quitté la Crimée. Et il y avait, on parle je ne me rappelle pas le chiffre, mais des centaines de milliers de Russes qu'on a amenés, on a proposé à ces Russes, on a fait des aides économiques aussi. Pour leur demander de venir. Pour venir et peupler la Crimée par les Russes. Donc ces Russes, n'empêche que... ils ont pris les appartements abandonnés par les Ukrainiens. Donc il y a beaucoup de Russes encore en Crimée. Donc si les Ukrainiens n'empêche que, franchement, depuis le début de nos émissions, le début de la guerre au mois de février, toutes les bonnes consciences vous répètent, en général, pas au micro, là, quand les émissions sont terminées, ils vous disent, il y a un truc qui est certain, c'est que la Crimée, elle est russe. Ça, jamais, la Crimée ne reviendra aux Ukrainiens. Des gens qui me disaient ça, des experts, à la sortie du studio, je pourrais en faire des listes entières, des cahiers entiers. Jamais la Crimée ne reviendra à l'Ukraine. Alors ça, c'est réglé. Mais j'aimerais entendre quelqu'un d'autre là-dessus, parce que vous n'êtes pas toute seule non plus comme invité, qui souhaite rebondir là-dessus. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Le début de la musique, la musique au début du conflit, c'était de dire, de toute manière, la Crimée, c'est acquis, elle restera russe. Et d'ailleurs, il y a de bonnes raisons et de bons arguments pour qu'elle devienne russe, en fait. Puisque c'est un cadeau, pour refaire l'histoire, c'est un cadeau qui a été fait par Khrouchtchev aux Ukrainiens. Et donc, c'est assez logique que les Russes redeviennent propriétaires de leurs biens. Simplement, ce qui se passe, c'est que personne n'avait imaginé que les Ukrainiens pousseraient leur avantage jusque-là et que les Russes seraient aussi faibles dans leur offensive, en fait. Et c'est une offensive qui est aujourd'hui une défensive, puisqu'ils ne sont plus à l'offensive. C'est plus eux les maîtres du jeu. Les maîtres du jeu sont devenus les Ukrainiens. Et donc, du coup, les discours ont changé. Et aujourd'hui, les observateurs disent que si... que de toute manière, Volodymyr Zelensky voudra récupérer, et les Ukrainiens voudront récupérer l'ensemble du territoire. C'est ce qu'ils répètent. Mais si vous me permettez, j'ai l'impression, mais ce n'est qu'une impression, que pour les Ukrainiens, ça sera peut-être plus facile de récupérer la Crimée, d'une certaine façon, qui n'est pas extrêmement militarisée, me semble-t-il. Non, très militarisée. Il y a pas mal de troupes quand même. D'ailleurs, il y a des troupes qui étaient remontées pour aller vers Kherson, et on le sait. Mais j'ai l'impression que c'est pas là qui va être le point de fixation, peut-être, mais que le point de fixation sera peut-être davantage le Donbass. Vous vous souvenez des Ukrainiens qui disaient Kherson, on la récupérera d'ici la fin du mois de novembre. Ce discours-là, on commence à l'entendre pour la Crimée. Cette fois, c'était une interview donnée par le vice-ministre de la Défense ukrainien sur la chaîne Sky News. Lui, il se fixe fin décembre pour entrer en Crimée, pour que les troupes ukrainiennes entrent en Crimée. La guerre prendra du temps, mais mon sentiment est que d'ici la fin du printemps, cette guerre sera terminée, sera finie. D'ici la fin du printemps ? Oui, forcément. Ça pourrait passer plus tôt, mais... Mais fini, que toutes les troupes russes sortent ? Oui. Tout de suite, de Crimée. C'est un maximum de temps dont ils disposent. D'ici la fin du printemps, on pourrait exister sur notre territoire. Mais pourquoi cette chronologie ? Pourquoi êtes-vous si confiant ? Intuition. C'est ça. Ça, c'est fou. Encore une fois, ceux qui ne suivent pas nos émissions tous les jours... Mais qui ? Personne. Donc la France entière mesure à quel point le discours a changé. Je vous assure, mais souvenons-nous, c'est comme sur le Covid, on est oublieux, malheureusement. On oublie qu'avec le Covid, on a tous eu peur, on oublie tout. Voilà. Et n'oublions pas, dans cette affaire ukrainienne,
que tout le monde considérait que l'Ukraine ne récupérerait jamais la totalité de son territoire. Henry Kissinger, le chef de la diplomatie de Nixon, on l'a déjà dit ici, il a 100 ans ce monsieur, il a dit au printemps dernier, il faut que Zelensky accepte l'idée de perdre une partie de son territoire. Et tout le monde trouvait ça évident. On n'osait pas le dire à Allah, on ne voulait pas le dire à Allah, devant Allah, on se taisait. Mais on pensait oui. Non, mais on disait ça en octobre pour Kherson. Ouais. Mais souvenez-vous ce qu'on disait sur Kherson en octobre. On disait jamais les Ukrainiens ne reprendront Kherson. C'est trop compliqué, il y a trop de troupes. Et puis finalement, Didier nous a... Je vous ai dit toujours, vous allez voir, ça va se passer comme ça. Oui, mais bon, là, c'est tout le territoire. On verra dans les prochains mois. Mais Didier nous expliquait comment les Ukrainiens ont réussi à étouffer les Russes à Kherson. Et ils sont partis. Pourquoi sur la Crimée, on a du mal à se dire, depuis le début, elle ne peut pas tomber? C'est que pour Poutine, ça serait la déstabilisation suprême. La fin de Poutine. Ça serait la Crimée, c'est le projet de Poutine, l'annexion de Poutine. C'est parce qu'en fait, il ne faut pas poser le problème dans ces termes-là. Pourquoi? Parce que c'est une question, c'est la même chose que pour Kherson. Tout le monde à Kherson disait c'est pas possible parce que tout le monde pensait à la bataille où les Ukrainiens allaient rentrer dans le tas en fonçant comme des fous, tête baissée. Ce qui n'a pas été le cas. La Crimée, c'est la même question qui va se poser. Si tu poses la question de la Crimée en termes de bataille, tu vas avoir un sujet. Tu vas avoir un énorme sujet. Les Chinois ne veulent pas, tout le monde est très embêté. C'est compliqué. Mais il y a d'autres stratégies. Elle peut imposer de l'intérieur. L'idée, après, il va y avoir des stratégies qui vont être réfléchies. Mais aujourd'hui, la question de la Crimée ne se pose pas uniquement en termes militaires. Non, bien sûr. C'est ça la question. Mais... Si jamais, en fait, il faut toujours décaler. Quand on a un problème en militaire, il ne faut pas aller bêtement, ce que font les Russes d'ailleurs dans le Donbass, il ne faut pas aller en permanence s'éclater la tête contre le mur. Mais ça veut dire quoi alors concrètement? Pardon, juste, ça veut dire quoi Didier, si on va jusqu'au bout? Non, mais si on va jusqu'au bout, il faut, moi, à mon avis, la Crimée, c'est une île. On va faire une île. La Crimée, c'est une île. Il faut la concevoir non pas comme un champ de bataille au sens des plaines de l'Est de la Russie, de l'Ukraine, mais il faut la considérer comme une île. Et donc oui, avec en plus des possibilités à l'intérieur, comme l'ont joué très très finement les Russes, parce que c'est peut-être un petit désaccord là-dessus avec Allah sur 2014, les Russes voulaient la prendre. Et ils ont mis en place une stratégie que personne n'a vue, pas même les Ukrainiens à cette époque-là. Oui. Et oui. Et c'est bien pour ça qu'ils ont réussi à la faire. Ils ont une stratégie. Alors les Occidentaux, n'en parlons même pas. On a tous. C'est une stratégie hybride. C'est la première fois qu'ils la mettaient en œuvre, où ils ont allié du diplomatique, de la guerre informationnelle, des forces spéciales extrêmement bien entraînées et une propagande. Tout ça a fonctionné du feu de Dieu et tout est tombé. Effectivement, ils ont empêché les Ukrainiens de se battre parce que personne ne savait par quelle boule prendre. Et ils ont gagné comme ça. Mais stratégiquement, c'était malin. Donc il faut être aussi malin qu'ils l'ont été dans la planif et l'approche des choses et pas y aller de manière... Je suis d'accord Didier, mais si je disais ça, c'est que... si vous disiez quoi? Si je disais qu'on ne peut pas imaginer Poutine lâcher la Crimée. Ça dépend comment. Non mais si je dis ça, laissez-le expliquer. Quels que soient les moyens avec lesquels ils font ça, c'est-à-dire comme une île, en laissant imploser par des mouvements politiques à l'intérieur. C'est ce que disait le général Milley, américain, il y a 10 jours. Il disait, ça ne sera pas forcément une opération militaire. Il y aura tellement de troubles à l'intérieur de la Crimée, entre les uns et les autres, que peut-être qu'il y aura des troubles qui feront qu'elle tombera. Mais mon propos est de dire que ce n'est pas, on le voit bien, les Russes sont passifs et tous les Russes opposants sont partis. On voit bien que ce n'est pas de l'opinion publique russe que cette guerre va s'arrêter. En revanche, si la Crimée tombe, quel que soit le moyen, Didier, si la Crimée tombe, je vois mal l'armée russe et les élites russes qui tiennent le pouvoir laisser en place celui qui a déclaré mais c'est ça que je veux dire, qui a déclenché une opération spéciale et qui finit par lâcher la Crimée, par ne plus garder la Crimée. Poutine, je ne vois pas Poutine rester au pouvoir si la Crimée tombait. L'enjeu, c'est ça pour Poutine. S'il n'y a plus de Crimée, il n'y a plus de Poutine. Voilà, et donc, il faut absolument que l'Ukraine récupère la Crimée. Point barre. On ne sait pas militairement comment ça va se passer. Je vous signale qu'il y a quand même un pont, le pont de Kerch, et qu'il suffit de le couper pour que tous les approvisionnements cessent
Il avait déjà été partiellement détruit. Si tant est qu'au nord, on essaie de contrôler ces routes avec des HIMARS, par exemple. Mais la Crimée, c'est un peu comme le centre de l'étoile noire dans Star Wars, si vous voulez. Si, à partir du moment où vous bazardez un missile là-dedans et que vous récupérez la Crimée, je parle en métaphore, eh bien, Poutine meurt, en fait. Ou en tout cas, a une chance. Et l'Ukraine remporte cette guerre. Ensuite, comment Poutine va le vendre à ses Russes, ça c'est encore une autre question. Et ensuite, comment l'Ukraine pourra-t-elle gérer cette Crimée, récupérer? Il peut pas le vendre. Moi, je suis convaincu qu'il peut le vendre. Mais ça, c'est encore un autre débat. La Crimée tombe chez les Ukrainiens, il peut le vendre. Il est capable de. L'armée ne laissera pas faire. Il est capable de vendre tout, cet homme-là. Abonder dans le sens de Yegor, et pour revenir à ce que vous disiez, Renaud. Moi, si je suis Vladimir Poutine, je me projette dans le futur avant de revenir en arrière. La manière dont je me projette dans le futur, c'est que oui, la Crimée va tomber. Et comment est-ce que je présente ça comme une victoire quand on va quitter la Crimée? Et il ne faut pas sous-estimer le degré, si vous voulez, d'orwellianisme de l'univers poutinien, c'est-à-dire la guerre, c'est la paix, la défaite, c'est la victoire. Donc oui, il est en train de viser des plans qui vont expliquer que la Crimée, finalement, c'est un bout de terre où il n'y a même pas l'eau courante, on va le donner à ces paysans et ces clowns d'Ukrainiens, on n'en a pas besoin, etc. D'ailleurs, il a déjà commencé à faire partir des bâtiments navaux depuis quand même Sébastopol, qui est la base, enfin le QG de la flotte de la mer Noire. Ensuite, et là je reviens très en arrière, rappelez-vous que Dimitri Medvedev, au début de l'été, dit « Si vous touchez à la Crimée, nous ouvrirons les portes de l'enfer. Ce sera l'apocalypse. » Ce à quoi les Ukrainiens répondent « Eh bien, regarde la base de Saki. 10 aéronefs cloués au sol. Le nœud ferroviaire dans le nord de la péninsule. Pareillement, explosé. Le QG de la flotte de la mer Noire. Un drone qui vient s'écraser là-dessus. » Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les Russes aujourd'hui? Le pont de Kerch. Merci Didier. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les Russes aujourd'hui? Ils creusent des tranchées en Crimée. Ils creusent des tranchées. Ça, ce sont des gens qui ont peur. Ensuite, et j'en terminerai par là, quand il y a eu les explosions ukrainiennes, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des bouchons de dizaines de kilomètres de Russes fuyant la Crimée. Quand on est profondément attaché à un territoire, comme les Ukrainiens à Kherson, qui sont en train de revenir à Kherson en ce moment, alors que les autorités leur disent « quittez Kherson, on ne peut pas la sécuriser ». Ils se prennent des obus, ils meurent. La vie est horrible, on en parlera. Exactement. Ils sont en train de revenir dans Kherson, alors que quand ça a explosé en Crimée, les Russes sont partis. Ils achètent, vous verrez ces images du chocolat dans les supermarchés. Moi, je voudrais rendre hommage à Allah, parce que je regardais tout à l'heure, on a la petite phrase en bas, là. Est-ce que la Crimée tombera avant Noël, comme le disent certains officiels ukrainiens? Même chose, je vous envoie là, ici, depuis le mois de février, en véritable combattante de la cause ukrainienne, bien sûr, et notre agacement à tous. Vous nous agaciez. Oui. J'agace toujours. Mais elle continue à agacer, on agace tous. On sortait d'ici, on disait quand même, Allah, franchement. Elle y va fort. Et puis, elle y va fort. Et puis, on avançait, puis... Les faits vous donnaient raison une fois, 2 fois, 3 fois. À chaque fois. Je ne dis pas que vous êtes Madame Soleil, hein, mais on était, c'est-à-dire, au fond, vous êtes tellement ukrainienne. C'est-à-dire que vous êtes simplement représentative de l'opiniâtreté enracinée chez les Ukrainiens. Une combattante. Et vous parlez comme une combattante, comme agissent comme des combattants les Ukrainiens qui sont là-bas. Et vous étiez la seule à pouvoir comprendre que jamais les Ukrainiens diraient « Bon, bah alors pour Kherson, on va peut-être le laisser aux Russes. » Vous saviez, parce que vous avez l'âme ukrainienne chevillée au corps, et vous saviez bien que vos co-religionnaires en Ukraine ne diraient jamais la Crimée, on la laisse à Poutine. Et c'est cette opinion, non mais je la salue, parce qu'au début de l'émission, on recevait beaucoup de courriers de gens qui disaient « C'est qui cette blonde ? Mais mais c'est pas possible. Faites la terre. » Et vous savez, au fil des semaines, les faits lui donnant raison, nous ne recevons plus jamais de courrier comme ça sur Allah Poedi. Tout le monde la connaît. De toute façon, plus personne dit c'est qui, tout le monde la connaît. C'est pas qu'on la connaisse. Non, mais c'est que finalement, elle est tellement ukrainienne qu'il y a une espèce de convergence entre ce qu'elle dit. Voilà, et puis ce qui se passe sur le terrain. Vous avez raison, c'est pour ça que moi j'emploie humilité. Merci beaucoup, Éric. Merci à tout le monde. Non, mais c'est vrai. Et on va gagner, vous allez voir, avant la fin d'année, la Crimée. Souvent, on a des échanges et on débat, mais depuis février, j'ai une expression, c'est le bloc patriotique qui s'est créé en Ukraine. Un bloc patriotique qui ne se fissurera pas.
Mais mon interrogation, c'est de savoir comment va se terminer cette histoire. Parce que ce bloc patriotique, il va continuer à avancer, coûte que coûte. J'ai entendu ce week-end tous les reporters de guerre qui ont discuté avec des soldats ukrainiens. La première chose qu'ils disent, notre objectif, Crimée. Tous, la Crimée. Ils pensent pas. Il y a le Donbass, mais ils y sont déjà. Ils sont pas très profonds. Mais ils sont tous là pour le. Donc on n'arrête pas ces gens-là. On va encore voir des vidéos toute la soirée. Moi, j'en regarde toute la journée. On n'arrête pas des gens comme ça. Ils sont dans la boue, dans le froid. Mais en même temps, encore une fois, je ne vois pas Poutine, Gallagher. J'entends ton discours, mais je ne vois pas l'armée russe. Ça existe quand même, l'armée russe. Ou alors, on est face à un pays fantôme qui va se désagréger mais je n'y crois pas. La Russie, ça existe. L'armée, ça existe. Le corps profond, l'état profond militaire, ça existe. À un moment donné, s'ils ont quelqu'un qui affaiblit dangereusement, que l'Ukraine qui a été annexée est reprise et que l'Ukraine devient, avec l'OTAN derrière, peut-être qu'il y aura des gens qui trouveront une formule pour dire Poutine, vous savez, il est gravement malade, on va faire une réunion. Et puis en 24 heures, comme c'est arrivé, il est gravement malade, mais on ne verra plus Poutine. Je ne vois pas comment cet homme qui détruit progressivement le territoire russe, en tout cas ce qui a été annexé, peut rester au pouvoir.